terminez votre carrière, vous venez de finir votre mandat à l'Union des artistes, et là, badang, vous plongez dans la politique. Oui. Comment ça se passe pour en arriver à ça? C'est une grosse décision. Oui, c'est une grosse décision. Ben c'est ça. Moi, ça fait 2 mandats que je fais à l'Union des artistes, donc ça fait 8 ans que je suis là. Les choses sont bien réorganisées. L'Union fonctionne bien. Honnêtement, là, l'Union fonctionne bien. On vient de signer la Convention internationale de la diversité culturelle, qui était le gros dossier. Puis là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Comme je disais tantôt, à un moment donné, que le président... Puis je suis au Fonds d'investissement de la culture. Tu sais, je préside le Fonds d'investissement de la culture. Je préside... je suis vice-président de l'Union internationale des acteurs. Puis là, éventuellement, je vais devenir président de l'Union internationale des acteurs. Je suis président de l'Union. Je suis président. Puis là, je me dis, ben là, qu'est-ce que je fais là? Je sens que je vais cumuler les présidences. Puis je suis pas contre. C'est juste que ça fait 8 ans. Puis je me dis, ben... C'est le temps qu'il y a d'autres gens qui viennent. Après 2 mandats, tu as fait ce que tu avais à faire, puis moi, je peux le constater. J'ai fait ce que j'avais à faire. Ce qui m'apparaissait être des besoins, j'ai répondu, là. Donc, je me dis, il faut que j'aille ailleurs. Mais tout ce cheminement-là m'a mis beaucoup en contact avec le milieu politique à Québec, avec le milieu politique au Canada, puis avec les milieux politiques un peu sur la scène, là, pour rencontrer plein de monde, surtout en France, là, plein de ministres puis de premiers ministres. Puis, ce que j'ai découvert à travers ça, c'est que, qu'on le veuille ou pas, les choix et les décisions politiques finissent par influencer la vie de tout le monde. Puis la vie des gens du milieu culturel, c'est très influencé par les politiques. Puis là, je me dis, ben, c'est peut-être le temps d'essayer de jouer dans ce niveau-là, hein, donc d'entreprendre une carrière politique. Il y a aussi l'idée de l'indépendance à laquelle je crois depuis que j'ai 20 ans, depuis mon premier voyage au Canada. Et puis je me dis, ben là, ça va être le temps qu'on redonne un coup. Et la logique fait que le Parti québécois, j'ai jamais été j'ai été un militant quand il y a eu les référendums. J'ai peut-être été membre, j'ai déjà financé, mais je ne peux pas dire que j'étais dans la base militante du Parti québécois. Sauf que le choix logique, pour moi, c'est clair que c'est pas le Parti libéral. C'est pas Québec solidaire, c'est le Parti québécois. Puis il y a des circonstances. Jean-Pierre Charbonneau est le député du comté de Bordua, ici, là, où on est, dans lequel je vis. Et Jean-Pierre Charbonneau, après bien des années, 25 ans, je pense, comme député, décide qu'il s'en va, puis son mandat n'est pas terminé, là, tu sais. Il décide de s'en aller. Puis moi, je le connais, Jean-Pierre, parce que c'était mon député, mais aussi on était en lien. C'est un gars qui était dans la vie publique, donc j'ai connu. Puis c'est quelqu'un que je vois ici, que je rencontre. Alors, je dis, Jean-Pierre, je me souviens, c'est ici que ça se passe. Je dis, tu t'en vas? Je dis, ben, peut-être que... Puis Jean-Pierre est d'accord. Il dit, oui, tu devrais. Je vais t'appuyer. Vas-y, c'est le temps. Puis bon... Puis là, tout le monde est d'accord, là, tu sais. Fait que je me dis, ben, allons-y, tu sais. C'est pas si simple que ça, parce que le Parti québécois, c'est une machine, c'est un parti. Dans le comté, il y a du monde qui sont organisés, puis il y en a là-dedans qui ont des ambitions aussi politiques. Puis là, ils voient arriver un acteur, là, tu sais, là, qui arrive, là, puis lui, il va faire de la politique. Ça se passe pas si aisément que ça, mais finalement, puis ils n'ont pas tard jusqu'à un certain point. Je connais pas vraiment le comté, je connais pas la vie de député. Je débarque, comme je suis débarqué à l'Union, je connais pas ça vraiment. Alors, mais je me prépare, il y a une mise en candidature. Je me souviens que j'étudie les dossiers, là, je me fais informer de c'est quoi qui se passe au niveau des routes, au niveau du développement économique, social. Mais je travaille, puis je fais puis finalement, ils me choisissent, bon, après avoir passé certaines épreuves, et je rentre en campagne électorale. Puis là, en campagne électorale, je travaille fort parce que j'ai tout à apprendre, puis j'ai des adversaires qui ne sont pas négligeables. L'ADQ, qui monte.
Et puis, je vois bien qu'il y a plein de gens ici qui sont plutôt des adéquistes. Fait que, donc, c'est une campagne électorale où je travaille beaucoup. Tu sais, je fais beaucoup pas de porte-à-porte, de rencontres un peu partout, des débats. On organise des débats avec la Chambre de commerce. Puis, donc, j'étudie des dossiers. Bon, je serre des mains. Je fais ce qu'un député fait. Et puis je gagne. Mais le parti perd. Et donc, on se retrouve avec André Boisclair, qui est le chef du parti à ce moment-là. On se retrouve à l'Assemblée nationale, mais comme deuxième parti d'opposition. Puis moi, je me souviens que je me retrouve en dessous. Tu sais, à l'Assemblée nationale, il y a des sièges, puis il y a la banquette des journalistes, puis en dessut de la banquette, il y a 3 sièges là, pour les 3 députés. Et moi, je suis un de ces 3-là. J'ai Lisette Lapointe d'un bord, puis celle qui deviendra la ministre de la Culture, qui est de mon côté. Puis on est vraiment dans l'ombre, tu sais. Mais c'est correct, tu sais, moi, je prends pas ça. Je suis triste de la défaite, mais en même temps, comme je ne connais rien de cette vie-là, j'ai tout à apprendre, ben, je me dis, coudonc, je vais apprendre. Et j'apprends, effectivement. Ça ne dure pas très longtemps. Le gouvernement et le Parti libéral est minoritaire. Après moins de 18 mois, je pense, c'est après 16 ou 17 mois, ils déclenchent des élections. Et là, le PQ redevient l'opposition officielle. Et c'est plus intéressant parce que pendant ces 18 mois-là, j'ai appris un petit peu la vie parlementaire, j'ai appris la vie de député. Mais quand j'arrive comme première opposition, là, je me vois confier des mandats, dont celui de la langue, qui est un combat extrêmement intéressant. Et là, je fais quelque chose. Quand tu es député, tu as un bureau de comté. Un bureau de comté, il y a un certain nombre d'employés. Dans mon cas, il y en a 3. Parce que je veux qu'on a un budget limité, donc moyen de monde, plus ils gagnent leur vie correctement. Et je tombe sur du monde jeune, allumé, intelligent, et je décide qu'un de ces 3-là va être un recherchiste, parce que je ne suis pas satisfait de ce qu'on sait de la situation de la langue française au Québec. Je trouve qu'il n'y a plus grand monde qui s'en occupe, puis même le PQ, les recherchistes au PQ sont débordés, ils ont la période de questions, ils ont 1001 dossiers, ils n'ont pas le temps. Puis moi, je me dis, là, où est-ce qu'on en est, tu sais? Quel est l'état du français? Et je confie à Éric Bouchard, qui dirige maintenant le mouvement Québec français, où les syndicats sont réunis, puis tout ça. Et je dis, Éric, il faut qu'on fasse l'état du français au Québec. Ça prend beaucoup de naïveté pour dire ça, puis penser que ça va se faire. Parce que c'est énorme, tu sais, ce qu'il faut faire pour avoir un État réel, fondé. Et avec Éric, on se met à travailler, et on fait ça en dehors du parti, parce que c'est dans le comté, puis le parti est occupé avec 1001 choses à l'Assemblée nationale, mais en même temps, c'est moi qui ai la responsabilité du français, fait que j'ai l'appui de ma chef, Pauline, à ce moment-là, qui est devenue chef, et on se dit, on va faire un portrait de ce qui se passe au niveau du français à Montréal, dans la grande région métropolitaine. Et là, Éric se met à lire, puis se met à consulter. Puis là, on entre en contact avec plein de gens. Donc, M. Castonguay, par exemple, qui est un recherchiste fabuleux, un analyste exceptionnel au niveau de la langue, qui a mené toutes les études du monde. On entre en contact avec plein de gens, et là, qui nous fournissent de la matière, qui nous donnent, et là, qui se mettent à collaborer. Et tranquillement, on réussit à établir un état du français dans la région métropolitaine, et ça devient un rapport qui s'appelle « Le Grand Montréal s'anglicise ». Et avec des données extrêmement fondées, vraiment. Il n'y a à peu près pas de chiffre là-dedans qui n'a pas été vérifié 50 fois, mais pas juste par nous, par tout un comité d'experts, d'appui, bénévoles, un travail gigantesque. Parce que les gens, ils sont conscients que ça fait longtemps que ça n'a pas été fait, puis il y a des inquiétudes. Et ce rapport-là, je le présente au Parti québécois, mais il est reçu froidement. Le Parti québécois n'a pas le goût de se lancer dans une dénonciation et une bataille linguistique.
Parce que la bataille linguistique, c'est devenu quelque chose de pas si intéressant que ça pour bien du monde, dont en particulier le monde jeune. Ça les intéresse plus ou moins. Puis notre rapport, il est alarmiste. Il dit, s'il n'y a rien qui se passe tel que c'est, en 2015, on va parler autant l'anglais que le français. Puis si vous allez à Montréal, c'est exactement ça qui se passe. Puis nous, ce qu'on dit, c'est qu'en 2030, ça va avoir basculé. Il va y avoir plus de gens dont la langue d'usage, c'est-à-dire la langue qu'ils utilisent pour magasiner, se divertir, travailler, vivre, ça va être l'anglais. Il va y avoir plus de gens qui vont utiliser cette langue-là que les francophones. Malheureusement, je pense que ça risque d'arriver avant 2030. Mais le parti n'a pas le goût de se lancer dans ce rapport-là, de telle sorte que je suis comme pris pour le sortir tout seul, ou quasiment. Et ça ne fait pas l'affaire non plus des gens des communications, parce que, bon... Donc, il y a une zone de friction, là, mais en même temps, c'est un rapport accablant, parce qu'il dit, malgré les progrès de la loi 101, il dit, s'il n'y a rien qui est fait, la situation, il va y avoir, ça va basculer, et ça bascule. Et dans les faits, il n'y a rien qui a été fait, et ça a basculé. Puis ça voulait dire, donc, pour un parti comme le Parti québécois, adopter des mesures très sérieuses, très sévères, puis revendiquer des actions très sévères si jamais il prenait le pouvoir, tu sais. Fait que ça a été... puis ensuite, on a produit un autre rapport sur l'enseignement du français, puis sur le fait que le système d'éducation, qu'on finançait finalement notre propre anglicisation, surtout dans le domaine de l'éducation, par le financement extrêmement important qu'on donne aux universités, bon, à toutes les grandes universités. Puis là, on rentre dans des questions très techniques, mais là aussi, il y a un constat évident, c'est qu'on s'anglicise par nos propres moyens, puis on finance notre anglicisation en quelque sorte, parce que les politiques sont faites de telle sorte qu'il y a une bonne partie de ce financement-là qui nous échappe. Donc, on est en train de se bilinguiser avec nos propres moyens. Puis, tout ça avec, moi, je parle anglais, puis j'aime les langues, puis j'en veux pas aux Anglais, là, tu sais, c'est pas de cette nature-là. C'est d'une nature que si cette donnée-là primordiale, qui est la connaissance, l'utilisation d'une langue dans tous les aspects de ta vie, si ça n'est pas maintenu extrêmement d'une façon vibrante, ben une langue minoritaire, comme partout dans le monde, va finir par être contrainte de plus en plus, puis ultimement, ben tu vas avoir adopté une autre langue. Tu vas vivre pareil, probablement, mais tu ne vivras plus dans ta langue, puis éventuellement ta culture. Puis le phénomène est connu, hein? On l'a vu se passer, puis on le voit se passer partout. Qu'on pense juste aux Autochtones, là, puis aux langues autochtones, à quel point la perte de leur langue s'est accompagnée de la perte de leur culture, puis la perte de leur culture, ça a été la déconstruction des sociétés qui étaient quand même de belles sociétés, là, quand on pense aux peuples autochtones. Je ne dis pas qu'on s'en va là, mais je dis que c'est une voie inéluctable si on n'agit pas. Et actuellement, pour toutes sortes de raisons politiques, c'est clair qu'on n'agit pas. Alors, ça a été, moi, disons, le dossier qui m'a le plus occupé. Il y avait des choses dans le comté. Dans le comté, on a essayé surtout de développer les liens avec les organismes sociaux. Parce que les gens d'affaires, ils n'ont pas tellement besoin d'un député, surtout d'un député d'opposition. Ils vont entrer directement en contact avec les ministres puis la machine gouvernementale. Là où les gens ont besoin d'un député, c'est souvent dans tous ceux qui défendent les moins bien nantis. Puis dans le comté de Bordua, il y a beaucoup de gens
Par exemple, c'est un lieu où on s'occupe bien de tous les problèmes de déficience mentale, tout ça, de telle sorte qu'il y a beaucoup de gens là, qui s'occupent, plusieurs organismes. On a essayé de développer des liens, puis d'organiser aussi le milieu pour s'occuper des gens âgés isolés, des gens qui sont en déficience, des gens qui ont différents problèmes, là, qui sont plus des problèmes... c'est ça, qui sont des problèmes. Fait que c'est là que le maximum du travail a été fait. Puis gérer les affaires quotidiennes, des cas individuels, bon, des... Fait que ça a été 6 ans du travail normal d'un député, qui est un travail qui prend ton temps puis ta tête, là. C'est sûr que quand tu es député, puis que tu t'occupes d'un certain nombre de dossiers, puis que tu es à Québec, puis en même temps dans ton comté, ben ta vie y passe. Puis, voilà. Ouais, l'amphithéâtre. Ouais. Ben, j'ai fini mon mandat comme député, mais je suis sorti du parti, je suis devenu député indépendant. Pourquoi l'amphithéâtre? Ça, on revient toujours là-dessus. Moi, je n'ai jamais été opposé à l'amphithéâtre. J'étais d'accord. Puis, j'étais même d'accord pour que le gouvernement y mette de l'argent. La raison pour laquelle ce à quoi je me suis opposé, c'est au secret qui liait Québécois à la Ville de Québec. Il y avait des ententes dont on sait maintenant le contenu, puis à ce moment-là, on ne le savait pas. Puis le Parti québécois s'était fait le porteur de ce secret-là pour présenter un projet de loi pour que les gens ne puissent pas le connaître. Puis moi, je trouvais que ça n'avait pas de bon sens. Ça n'avait pas de bon sens, puis je n'étais pas tout seul. Il y avait bien du monde au Québec qui n'était pas d'accord avec ça. Mais évidemment, c'était pas juste là-dessus qu'on est quitté. On a quitté parce que, tantôt je parlais de la langue, le deuxième rapport sur la langue, ça a été aussi difficile pour moi. J'ai pas pu... ce travail-là que j'avais fait sur la langue, même si Pauline était d'accord avec ses conclusions, jamais le parti l'a endossé parce que politiquement, c'était pas payant. Puis moi, je trouvais que là, c'était assez. Il y a un moment où tu te dis, ben là, les intérêts électoralistes d'un parti, c'est important, je comprends ça. Mais tu ne peux pas non plus aller toujours à l'encontre de tes convictions par électoralisme. Puis je trouvais que là, le PQ est en train de glisser sur cette pente-là. Puis dans les faits, ils sont un peu allés par là, puis... fait que ça devenait là... Puis, moi, je suis un gars du collectif, je l'ai été toute ma vie, puis j'aime bien être un trooper, un gars de troupe, mais là, je me suis rendu compte que autant je suis quelqu'un du collectif, autant je suis probablement pas un bon partisan. Probablement que je ne suis pas le candidat idéal pour un parti, parce que certains m'ont dit j'ai un trop gros ego, puis je crois pas ça, moi. Parce que j'en ai rencontré des égos pas mal plus gros que le mien, en politique en particulier. C'est juste que quand on a un certain nombre de convictions, il y a ce qu'on peut accepter comme compromis, puis l'endroit où, là, ça nous apparaît plus compatible avec ces convictions. Moi, j'étais arrivé à ce point de rupture-là. Alors, j'ai quitté. Des fois, je le regrette, mais pas si souvent que ça. Des fois, je le regrette parce que quand on est un personnage public, on devient porteur des espoirs de bien du monde. Puis, en un sens, c'est comme tout d'un coup, on laisse tomber, tu sais. C'est ça qu'il y a en politique, c'est que j'ai eu le sentiment que je laissais tomber bien des gens qui aimaient que je sois là, qui se reconnaissaient dans ma manière d'être en politique. Mais en même temps, ce qu'ils reconnaissaient, c'est les raisons pour lesquelles je suis parti. Fait que, ouais, je suis honnête, pas par vertu, je dirais par habitude. Il y a des parcours de vie qui font que je sais pas, il y a une certaine clarté dans ta démarche. Là, pour cette entrevue-là, j'ai essayé de faire... Puis je me suis dit, ah oui, il y a un cheminement, là. Il y a une logique.
Je te dis pas qu'elle est parfaite, mais il y a une logique dans le cheminement de l'enfant, du fils qui se réveille, de la conscience de la société, de la politique, des gestes. Il y a une sorte de continuité qui est en train de se passer, c'est que la région métropolitaine, le Grand Montréal, c'est la moitié de la population du Québec, et devient bilingue. Puis moi, je pense que dans les rapports de force entre des langues, si on n'était pas en Amérique du Nord, dans un continent entièrement anglophone, ça pourrait se vivre. Ça se vit en Belgique. Mal, mais ça se vit. Mais ici, c'est clair que c'est trop fort, l'anglais, là. Ça va finir par dominer dans la grande région de Montréal. Dans le reste du Québec, c'est encore le français qui est dominant. Mais là, à un moment donné, ça va devenir une opposition entre le reste du Québec, les régions, puis Montréal. Puis même politiquement, moi, je vois bien que, par exemple, le Parti québécois est fort surtout en région. Il ne l'est plus beaucoup à Montréal. Montréal, c'est libéral, parce qu'il y a anglophones, allophones qui s'anglicisent et francophones qui sont plutôt pro-bilingues. Puis la couronne, ben c'est beaucoup la CAQ, qui est à la fois francophone, mais tu sais, donc il va y avoir une fracture, elle est déjà là, mais il va y avoir une fracture. Puis là, une fracture linguistique, ça devient une fracture culturelle, et puis ça va devenir une fracture aussi politique. Notre système n'est pas fait en fonction de ça. Donc, il y a un problème là. Au niveau de la souveraineté, ben la langue, c'était un des gros moteurs de la souveraineté. Là, maintenant, on ne peut plus mobiliser beaucoup les gens sur la langue, même si, parce que il y a d'autres réalités. Là, c'est devenu accepté que, et c'est vrai que le bilinguisme, c'est un atout. Moi, je pense qu'on va perdre au change, mais que c'est vrai que c'est un atout. Donc, on ne peut plus mobiliser là-dessus. Il reste quoi? Il reste la question complexe de l'identité. Sans la langue, l'identité sans la langue, là, ça devient des valeurs. Là, on est dans ce débat-là identitaire. Puis, je ne suis pas sûr que ce soit gagnant. Alors, la souveraineté, s'il y avait une union de l'ensemble... En fait, moi, je pense qu'on s'en va, dans le meilleur des cas, vers une démarche vers la souveraineté qui va passer par une sorte de constitution constituante. Là. Je suis d'accord avec Québec solidaire, puis avec bien du monde du PQ, il faut qu'il y ait une constitution. Puis les gens, à un moment donné, choisiront le régime politique qu'ils veulent. Parmi ce choix-là, il y aura ceux qui, comme moi, croient que le meilleur régime politique, ce serait l'indépendance. Peut-être que ce ne serait pas la décision, mais au moins, il y aurait une décision collective. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une décision collective sur un régime politique qui nous conviendrait mieux que le régime dans lequel on vit, qui est un régime fédéral qui ne nous convient pas. Il serait temps qu'il y ait une révolution des institutions démocratiques à laquelle la majorité des Québécoises et des Québécois adhèrent. Donc, la souveraineté, c'est pas mort pour moi, mais ça ne sera pas nécessairement selon le modèle qu'on a déjà connu. L'environnement, ben là, il y a moyen d'espérer plus et que le Québec joue un rôle, comme il l'a joué en diversité culturelle, c'est pas si loin. La diversité culturelle, le modèle était beaucoup sur la diversité écologique. Si on veut garder une diversité d'espèces, si on veut garder une diversité dans le monde, donc un milieu viable pour l'ensemble des espèces, autant de la biologie que de l'animal ou que des ressources, il va falloir qu'on bouge au niveau écologique. Et c'est un immense combat, mais on est bien placé, le Québec, pour être un des acteurs de ce changement-là. Puis, ça réconcilierait peut-être les gens pour qui le statut politique, ça a moins d'importance, et pour qui le statut linguistique, ben, c'est un peu désuet. Mais le sort de la planète, ça ne peut pas être désuet, puis ça ne peut pas être abandonné par qui que ce soit, quelle que soit la génération. Alors, il y a de l'avenir pour la planète, il y a de l'espoir pour la souveraineté, il y a des inquiétudes pour la langue.